Bon, donc j'étais étudiant de l'IDEC, je suis rentré en 66 et je suis sorti en 68. Et à dire vrai, je n'en suis pas sorti, parce que, évidemment, à la fin de l'année scolaire 68, les étudiants de l'IDEC ont occupé l'école, ont pratiqué toutes sortes d'activités pendant mai, juin, juillet 68. Et il se trouve que peu de temps après, j'étais le responsable du bureau concours, fin 68, et que peu de temps après, j'ai été appelé par Louis Daquin pour être son assistant pendant 2 ou 3 ans à l'IDEC jusqu'à la fin 73. Donc j'étais élève de 66 à 68, en ayant fait la classe préparatoire à Voltaire. Et puis, il y a eu un certain nombre d'événements auxquels j'ai participé. Et après, j'ai eu un parcours pédagogique. Je tiens à préciser que je pense que j'étais, je ne sais pas si j'étais un bon pédagogue dans la mesure où, quand je suis sorti de l'IDEC, je pense que je ne savais pas grand-chose du cinéma et je savais encore moins de la pédagogie. Donc peut-être que ça faisait de moi la bonne personne, enfin une des bonnes personnes pour essayer de tenter autre chose. Donc par rapport à l'intitulé du séminaire, évidemment, je suis quand même un petit peu marginal dans la mesure où je vais essayer de vous raconter comment était l'IDEC avant 68, qu'est-ce qui s'est passé en 68, et qu'est-ce qui s'est passé, disons, de 68 à 70 et de 70 à 73. Donc il y a 4 périodes qui sont intéressantes sur le plan de la pédagogie. Et pour montrer cette pédagogie, j'ai donc fait restaurer un certain nombre de films. Je pense qu'il faut partir de l'idée qu'on ne va pas juger les films. On n'est pas un jury de concours, de court-métrage. Par contre, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ces films représentent du point de vue de la pratique des étudiants. C'est-à-dire comment on a fait les films en 66, comment on les a fait pendant 68, comment ils ont pratiqué dans les années 69-70, etc., etc. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir au fond quelles conditions pratiques, matérielles, voilà, et idéologiques étaient offertes, quel cadre était offert aux étudiants pour apprendre. Alors il faut peut-être juste repartir un tout petit peu en arrière pour rappeler qu'est-ce que l'IDEC, qui est donc une école de cinéma qui est fondée en 1943. C'est une des 2 écoles, enfin l'école de Louis Lumière, de la rue de Vaugirard, et l'IDEC sont formés tous les 2 pendant la guerre. L'IDEC va devenir l'école des metteurs en scène créatifs, etc., par opposition à Louis Lumière, qui était une école dite plutôt de techniciens. L'aspect opérateur, prise de son était, disons, fortement ancré sur des connaissances de physique, de chimie, d'électricité, etc. Et donc c'est la grande école du cinéma. Et il faut comprendre que cette grande école du cinéma, qui donc apparaît pendant la guerre, elle est dans un contexte international où elle est en compétition avec 2 autres écoles qui sont le VGIC à Moscou et le Centro Sperimentale à Rome. Voilà, c'est les 3 grandes écoles qui, peu avant la guerre, enfin pour Moscou c'est dès les années 20, le Centro se crée pendant les années 30 et l'IDEC se crée dans les années 40 pendant la période du gouvernement Pétain, mais l'idée en avait été émise par Jean Zay. Donc on retrouve Jean Zay, le Festival de Cannes, l'idée d'une école de cinéma nationale, etc., etc. Et donc cette école, il faut comprendre aussi qu'elle a un rôle très très important dans le rapport à la profession, parce que sortant justement de la période de Pétain et de la magnifique collaboration entre le capital et le travail, l'école permet d'accélérer le processus qui permet d'obtenir la carte professionnelle de technicien de l'industrie cinématographique. Et que pendant une époque, on ne peut pas travailler sur des longs métrages si on n'a pas cette carte professionnelle. C'est donc et dans la commission de cette carte professionnelle siègent 3 techniciens, 3 producteurs et 2 représentants du CNC. Le fait de faire l'IDEC garantit un accès plus rapide à la carte professionnelle. Il suffit de faire pour un opérateur, pour moi par exemple, il suffit que je fasse un film comme second, assistant opérateur, et j'ai tout de suite la carte de premier assistant opérateur. Ça accélère ma carrière cinématographique. Ça me permet d'accélérer éventuellement ma carrière cinématographique. Mais donc c'est un verrou pour l'accès à la profession. Et donc l'IDEC fait partie de ce verrou. Il faut comprendre ça parce que sinon on a juste l'impression qu'il y a des gentils étudiants qui apprennent le cinéma, alors que c'est beaucoup plus
ancrée et articulée sur l'exercice du métier de technicien ou de réalisateur de cinéma en France. Cette carte professionnelle va disparaître, je crois, en 2006. Elle est fortement critiquée après 68, mais continuera d'exister. Simplement, se généralise un usage qu'on va dire des prête-noms. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des années, je ne sais pas combien de films j'ai fait, mais je donnais mon numéro de carte automatiquement, parce que j'étais contre la carte professionnelle. Donc, je donnais mon numéro de carte à qui me le demandait. Et donc, officiellement, je donnais à l'opérateur d'un film que je n'avais pas vu et où je ne connaissais personne. Mais en tout cas, la carte officiellement a disparu en 2006. Donc l'IDEC est aussi le garant de ce système-là. Il fait partie de ce système-là. Et donc à la tête de l'IDEC, il y a nommé en 1951 un monsieur qui s'appelle Rémy Tessonneau, qui est un monsieur qui a fait une thèse de doctorat, enfin qui est un docteur en lettres, qui a fait une thèse sur Joubert, le secrétaire et ami de Diderot, mais qui a eu une carrière où il a été sous-préfet, il a dirigé les potasses des Alpes, les potasses d'Alsace, donc il est parfaitement formé pour diriger une école du cinéma. Et il a, bon, pour aller un peu plus loin, c'est quelqu'un qui se conduit comme, enfin il y a un texte de 68 dont je vais vous lire un petit bout, qui a été écrit par les élèves pendant mai-juin 68, qui définit comment fonctionnait l'IDEC de Tessonneau. Comme dans une petite entreprise, l'IDEC était dirigé par un patron qui pouvait contrôler tous les travaux des étudiants et les suivre en permanence. Par cette personnalité même, le directeur était assimilable à un contremaître ou à un garde-chiourme paternaliste. Entre guillemets, on peut tout régler en venant me parler dans mon bureau. Cette autorité patronale n'avait devant elle aucune organisation syndicale constituée. L'amicale des élèves organisait les bals et recueillait les places gratuites dans les cinémas. Comme dans toutes les productions professionnelles, l'école avait à sa disposition des moyens de caméra, de montage, etc. Et c'était un établissement d'enseignement supérieur dépendant du ministère des Affaires culturelles et apparenté à l'École nationale des beaux-arts. Et donc, ce monsieur, Rémy Tessonneau, je vous propose de l'écouter parce que grâce à Jacques Fonsten, qui est dans la salle, qui est un élève de la 22e promotion, si je ne me trompe, il a retrouvé un film de 1966 ou 67 de l'ORTF, une émission de 15 minutes sur l'IDEC en 1967. Et vous allez pouvoir écouter quelques personnes. On n'en voit qu'une partie, mais ça pose un peu le décor. Vous avez vu Tessonneau, vous avez vu une équipe de tournage, Nourrit à vivre, en train de manier le super Parvocolor, l'espèce de grosse boîte qui était la caméra dont on se servait en studio. Alors, ça fonctionne comment l'IDEC à l'époque? L'IDEC, les cours se déroulent dans un ancien studio qui est près de la Porte des Ternes, avenue Aurèle de Paladine, qui va être détruit par l'arrivée du périphérique, par le passage du périphérique, qui est prévu en 68. Bon, c'est un autre événement qui va jouer dramatiquement. Donc, c'est un ancien studio qui est au premier étage, qui n'est pas vraiment insonorisé, et dans lequel on peut bâtir des décors. Et le principal de l'enseignement se déroule sur le studio. C'est-à-dire que en 2 années d'études, j'ai dû sortir 1 fois, 2 fois une journée maximum pour tourner des petits documentaires avec une Harry muette en 16 mm. Et c'était ma seule connaissance du cinéma en dehors d'un studio. Donc on enseigne encore le cinéma en studio, avec en plus des moyens techniques qui sont, disons, déjà datés, mais bon. Et au fond, dans une économie terrible. C'est-à-dire que Rémy Tessonneau, au-delà de ses facultés d'administrateur, c'est quelqu'un qui ne veut pas dépenser d'argent. On découvrira en 68, dans les placards, du matériel qui avait été acheté dont il ne voulait pas qu'on se serve. Des magnétophones, par exemple, des Nagra. Il y avait 2 Nagra dans un placard. On ne savait pas, on s'en est jamais servi parce qu'il ne voulait pas qu'on les use, sans doute. Enfin, donc on est dans quelque chose de très contraint. Mais c'est pas seulement qu'on est contraint, c'est que le corps enseignant, donc pour les professeurs principaux, il y a 2 professeurs principaux pour la théorie et l'histoire. Il y a Georges Sadoul pour l'histoire du cinéma, qui est sur la toute fin de sa carrière
et qui est quand même, malgré son grand talent, qui est à cette époque-là terriblement ennuyeux, et Jean Mitry pour l'esthétique du cinéma, qui lui a toujours été ennuyeux à mon avis. Mais bon, en tout cas, ce sont les deux théoriciens auxquels on a affaire en première année pour donner un corpus, disons, à la fois à nos notions d'histoire et aux notions d'esthétique, de montage, de problèmes de composition du cadre, etc., etc. Ensuite, il y a, disons, 3 professeurs principaux qui vont encadrer quatre professeurs principaux. Il y a le professeur de mise en scène, qui s'appelle Monsieur Malfi, qui est un ancien élève de l'IDEC, qui a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait comme film, c'est difficile de trouver des traces quand on va sur Internet. Disons qu'il a une vision extrêmement académique du découpage, que le découpage a des règles qu'on ne peut pas transgresser. Donc, c'est-à-dire cette idée que le cinéma, il y a des règles, on les apprend, et à partir de là, on sait faire du cinéma. Et donc, pour atteindre cet objectif, eh bien, on fait des exercices au tableau noir, avec des angles qui permettent de calculer exactement comment on va être par rapport à un personnage, quel déplacement on va pouvoir couvrir, devant un décor qui est tracé, enfin bref, une analyse très papier-crayon du découpage. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis juste que c'est la seule approche du découpage qu'on nous propose. Le troisième professeur, c'est Monsieur Mabir, professeur de prise de vue, qui est un opérateur sympathique et honnête, mais qui n'a quasiment jamais fait de long métrage et qui, pareil, a une vision extrêmement classique du fonctionnement d'une équipe de prise de vue, qui nous apprend à charger les caméras, qui nous emmène faire des stages de laboratoire. Il y a un bagage technique qui est transmis, mais c'est de la technique comme une valeur en soi. Le troisième professeur, c'est le professeur de son, qui s'appelle Monsieur Tesser, qui est quelqu'un qui, lui, a beaucoup pratiqué le cinéma, qui a fait quelques films célèbres dans l'histoire du cinéma, qui est un peu sourd, mais enfin qui est un vieux monsieur très sympathique et capable de se défoncer pour vous aider à faire quelque chose. Et puis il y a une autre partie du corps professoral qui n'est pas considérée comme des professeurs, c'est-à-dire le régisseur de plateau qui vous trouve les trucs pour votre tournage, celui qui s'occupe du magasin caméra, qui est quelqu'un qui ressemble à Carrette et qui parle comme Carrette, comme ça, mais alors 100% parigo, mais qui connaît les caméras par cœur et qui vous aide à, disons, démerder les coups. Et puis l'électro de plateau qui s'appelle Monsieur Zana, qui est pareil, qui est quelqu'un qui a eu l'expérience. Donc il y a les 3 dieux du cinéma qui ne sont pas considérés comme des profs, mais qui sont notre véritable relation avec la profession. Et si je dis ça, c'est parce qu'en tout cas, dans ce qui concerne ma promotion, celle qui rentre en 66 et finit en 68, en 2 ans, je vois un seul professionnel à l'époque passer à l'école. Un seul. Je ne sais pas si vous imaginez, mais bon, c'est pas beaucoup. Et en plus, c'est un professionnel qui fait son show. Parce que c'est... ça y est, le samouraï Melville. Alors Melville arrive dans sa voiture américaine avec son chapeau, son Stetson, ses lunettes noires. Il est en train de faire le samouraï. Il dit: je suis un cinéaste japonais. On voit le samouraï et il repart. Voilà. Donc si vous voulez, un vide sidéral, c'est-à-dire vraiment, j'ai pas vu passer un opérateur en exercice. J'ai pas vu passer un réalisateur en exercice, sauf Melville qui fait une espèce de show. Ok, voilà, le grand cinéma débarque dans le petit studio à la Sentière de Paris, et c'est tout. Et puis à la professeure de montage, encore, que j'ai oublié de citer, madame ou mademoiselle Cléry, je ne sais pas, une vieille dame qui pense encore en 1968 que la seule manière correcte de faire les collures, c'est à la colle. C'est-à-dire, je parle d'une époque où la pellicule, c'est un support, il faut qu'on coupe, il faut les raccorder ensemble. Je sais pas, aujourd'hui, ça semble un peu mystérieux, peut-être pour le numérique, mais c'est matériel. Et à l'époque, il y a ce qu'on appelle une presse, et on met du scotch qui peut s'enlever facilement, enfin qui permet de faciliter la vie. Sinon, il y a une autre méthode qui consiste à gratter 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre, à mettre avec un petit pinceau un peu de colle, et à les raccorder, à appuyer, et le raccord tient. En 1968, à l'IDEC, on apprend le montage à la colle. Peut-être ça vous dit rien, c'est juste totalement antidéluvien. C'est juste... Donc voilà un ensemble de données, à la fois sur la coupure avec la profession, le fait de rester tout le temps à l'intérieur de l'école, le fait de pratiquer uniquement en studio et avec des moyens, disons, très traditionnels et avec une pensée très académique. Ça, c'est l'IDEC que j'ai connu. Donc je peux dire j'ai appris des choses, par exemple, bien sûr, on se débrouille.
fait, je ne pensais pas que c'est celui-là qui allait être restauré, mais c'est pas grave. C'est un exercice de première année. Jacques a fait sans doute une adaptation de la même nouvelle de Aveline dans les mêmes conditions, mais bon, bref, c'est les limites de l'exercice. Et je vous montre tout de suite un film de fin d'études, tourné en 68, par un élève de ma production, c'est-à-dire par Jean-Paul Cotonnet. On vient de voir un film qui, je pense, a été fait en mars 68. Alors, bon, voilà, on est en studio. Il faut comprendre que Rémi Tessonneau et Melfi contrôlent les scénarios. Ils en vérifient le découpage. On est vraiment dans un cadre dont ils tiennent tous les aspects. C'est pas simplement qu'on écrit, on peut avoir un peu de fantaisie. Moi, je trouve que ce film arrive à transmettre pas mal de petites choses que je trouve fort sympathique. Et finalement, c'est la musique qui fait tomber des murs. Mais bon. Donc, voilà le cadre de l'IDEC. Encore une fois, l'idée que... Il y a plein de textes, mais je ne vais pas passer mon temps à lire des textes écrits par Tessonneau sur ce que doit faire l'IDEC. Je voudrais juste parler maintenant du concours. Comment on rentrait dans cette école? On rentre dans cette école par un concours où il n'y a que des épreuves écrites et des épreuves de culture générale. Moi, j'ai passé un concours où il y avait histoire du cinéma, histoire du théâtre, histoire de la littérature, histoire de la peinture, psychosociologie, physique, chimie, une épreuve de scénario, une épreuve de critique de film, etc. Donc, que des épreuves ou de culture générale ou d'appréciation d'un film. La règle étant qu'au concours de l'IDEC, on montrait un film inédit, en général passé à Cannes peu de temps avant le concours qui se déroulait au mois de juin. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur Un homme, une femme de Claude Lelouch, comme je me présente dans la section opérateur avec l'idée de devenir un jour réalisateur. C'est parfait, le film colle très bien à ce que j'ai envie de raconter sur le cinéma à l'époque. Donc voilà, peut-être un des éléments qui fait que je serai reçu au concours. Et donc ce concours, il détermine évidemment qui va rentrer à l'école. C'est-à-dire que l'année préparatoire à l'IDEC, ou l'autre année de préparation que Rémi Tessonneau a créé à l'université de Nanterre, qui s'appelle le CEGA, le certificat d'études générales audiovisuelles, qui dure un an aussi, c'est effectivement, c'est ce qui a été raconté par Louis Malle ou Cavalier, c'est-à-dire on va voir des films, c'est-à-dire on va à la cinémathèque, on va à 3 films chaque soir, c'est parfait, on fait des critiques de films sous la direction de... Alors, au lycée Voltaire de Henri Agel, qui est assez féroce, et qui, bien qu'il ait écrit un cinéma qui me semble, un texte qui me semble toujours aussi mystérieux aujourd'hui qu'alors, qui s'appelait Le cinéma a-t-il une âme, parce qu'il est profondément catholique, néanmoins est un excellent pédagogue, parce qu'il provoque les élèves qui sont dans sa classe. Il les force à sortir d'eux-mêmes. Et donc, ça a des effets en général bénéfiques sur la manière dont on apprend au cours d'une année à se préparer pour toutes ces épreuves de culture générale. Donc, on passe ce concours, on est dans cet enseignement, encore une fois, qu'on peut qualifier absolument d'académique, ça a toutes les définitions de ce que c'est l'académisme, et à la fin des deux années d'études, eh bien, il y a un film de fin d'études. L'image est faite par les élèves opérateurs, le décor peut-être a été construit par les élèves décorateurs, les élèves monteurs ou monteux, enfin principalement des monteuses d'ailleurs, vont monter le film. Chacun obtient des notes. On doit remettre aussi un mémoire de fin d'études. Et à l'issue de ça, on obtient un diplôme et il y a un ordre de sortie, comme dans les grandes écoles. Donc on peut sortir premier de l'IDEC, on peut sortir dernier de l'IDEC. La première chose qu'on a fait en 68 a été de refuser de rendre nos mémoires et de refuser d'avoir un diplôme assorti à un ordre de sortie. Donc l'ensemble est totalement cohérent. Et je dois dire que les élèves sont plutôt sages. On peut avoir envie d'autre chose. Enfin, dans le petit film, la manière dont Van Effenterre ou Jacques Fanstein parlaient correspond tout à fait à la plupart des réflexions qui ont lieu dans ma propre promotion un mois avant mai 68. On sait dans quelle école on est, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on n'en fait pas sauter le verrou. Donc voilà pour l'avant 68. Alors,
l'IDEC va rentrer en grève très tardivement, parce que l'IDEC va être occupé je ne sais pas si c'est le 16 ou le 17 mai, je ne me souviens pas très bien. Et disons que c'est tardif par rapport à des événements qui ont commencé dès le 3 mai au quartier latin. L'IDEC rentre dans un mouvement qui est le mouvement général de grève et de contestation qui se développe en France, et en particulier dans le monde du cinéma, puisque l'IDEC rentre dans le mouvement de contestation qui est déjà bien en place dans l'autre école de cinéma, l'école Louis Lumière, où se tiennent un drôle de machin qui s'appelle les États généraux du cinéma. Les États généraux du cinéma rassemblent la profession qui est déjà en ébullition depuis le début de l'année autour de l'affaire Langlois, profession qui a interrompu le Festival de Cannes, ce qui n'est quand même pas la moindre des choses, et qui décide de se réunir tout entière, réalisateurs, producteurs, techniciens, élèves, comédiens, etc., pour débattre des formes d'un nouveau cinéma ou d'une nouvelle organisation du cinéma en France. C'est assez... Enfin, on s'y croit, hein, je veux dire, pour ceux qui y ont été, il y a des débats extraordinaires avec faut-il instaurer le cinéma gratuit pour tous, faut-il que ça soit une entreprise d'État, enfin, toutes les hypothèses sont échafaudées dans un monde très turbulent, pas du tout organisé, mais les États généraux durent, je pense qu'ils s'achèvent à peu près dans la seconde quinzaine de juin 68, mais pendant ce moment-là, il y a une espèce de cocotte minute dans l'école Louis Lumière, à laquelle participent plein de personnes, plein de réalisateurs très connus, de chefs opérateurs très connus, de monteurs, de producteurs aussi, et donc les idées les plus extraordinaires sont issues et sortent dans des projets qui sont numérotés et sur lesquels l'Assemblée générale doit se prononcer. C'est vraiment l'idée que c'est la révolution, et donc les cinéastes prennent en main leurs affaires et décident de comment le cinéma doit être organisé en France. Ça a l'air peut-être un peu extravagant, surtout que ça explose même encore une fois, même en tenant compte de ce qui s'était passé autour de Langlois et à la Cinémathèque au début de l'année 68, ou de comment ça éclate la solidarité avec les étudiants au moment du Festival de Cannes, c'est quand même un mouvement incroyable. C'est un peu folklorique, certainement folklorique, totalement incohérent, un peu utopique par moments, mais au fond pas antipathique. Il n'a pas eu grand effet, mais enfin néanmoins ils sortent des projets assez formidables. Donc l'IDEC va rentrer en grève bien après l'école des Lumières, quand les états généraux sont déjà bien installés, et l'IDEC rentre en grève, c'est-à-dire que les élèves décident d'occuper l'école. Dans un premier des jours, on décide d'occuper l'école. Et au bout de 2 jours, on fait quelque chose qui est quand même pas mal, c'est-à-dire on va expliquer gentiment aux représentants de l'administration qu'il faut qu'ils s'en aillent. Voilà. Donc c'est pas une mince affaire quand même. Et surtout, on décide que l'école a des moyens. L'école a de la pellicule, des caméras, des tables de montage, une salle de projection. Et on décide que nous allons autogérer le matériel, que nous allons discuter de son utilisation dans le cadre du mouvement de mai 68. Et donc tout d'un coup, on renverse complètement ce qui se passait, c'est-à-dire d'élèves relativement sages, acceptant de tourner en studio avec des scénarios contrôlés, etc. On devient une bande de joyeux anarchistes qui décident que tout ce qui est à l'école est à nous et que c'est nous qui décidons de son utilisation. Transgression totale. Quand même, il faut comprendre que tous les professeurs s'en vont, ils ont la trouille, aucun ne restera, sauf un, Aimé Agnel, le professeur de musique, un type absolument formidable, qui a enseigné avant et qui a enseigné après, vraiment quelqu'un de remarquable à tout point de vue, y compris sur ce qu'il faisait dans sa pédagogie du son. Et c'est le seul qui restera à l'IDEC pendant l'occupation, qui va durer en gros de la mi-mai au 10 juillet. Donc dans ce moment-là, à l'école, tout d'un coup, la profession, elle y vient. C'est-à-dire que le soir du 17 ou du 18 mai, on invite la profession à venir à l'école, une espèce d'invitation formelle. Le studio a été vidé, il y a des chaises, et il y a 200 professionnels qui viennent à l'IDEC ce soir-là. Rémi Tessonneau s'invite et vient faire un discours très menaçant sur ce qu'on est en train de faire. Il s'en va, enfin on le chasse, c'est fini, l'école est à nous et on peut faire ce qu'on veut. On va occuper l'école et on va travailler sur plusieurs fronts à la fois. Donc bien sûr il y a le côté
On organise l'occupation, c'est-à-dire des tours de garde. Je me demande bien comment on aurait pu se défendre contre si quelqu'un avait... Mais il paraît que des fascistes rôdent à Neuilly. Bon, tour de garde, il y a récolter des sous pour payer une espèce de cantine gratuite. Il y a le côté organisation. Il y a une commission qui va travailler sur la pédagogie. Et puis il y a une commission qui décide quel film on aide et quel film on n'aide pas. Donc des films vont être aidés qui sont des films d'élèves de l'IDEC, et des films vont être aidés qui ne sont pas du tout des films d'élèves de l'IDEC. Mais on décidera, au vu de la présentation du projet, que nous pouvons lui prêter une caméra pendant une semaine, lui donner 5 boîtes de pellicules, en 16 mm ou en 35, on vide le stock de l'IDEC, on utilise les caméras et on n'en a pas perdu une seule. Donc de ce point de vue, il y a toutes les menaces qui pesaient sur vous allez avoir des procès, vous êtes des voleurs, etc. On avait décidé de créer une association pour nous couvrir, de dire que tout ce qui se passait était sous le couvert de l'association des étudiants de l'IDEC, la JIDEC, dont j'ai appris très récemment d'ailleurs que les statuts n'avaient jamais été déposés à la préfecture de police, donc la protection n'était pas très efficace sans doute. Et donc l'ensemble de l'occupation de ces activités, disons qu'il y a 3 élèves politisés qui mènent un peu la barque, si j'ose dire. Il y a Daniel Edinger, Dominique Chapuis et moi, et pour des raisons diverses et des trajets divers, on a un peu d'expérience politique. On a participé aux événements de mai bien avant que l'école se mette en mouvement, et on a 2-3 idées sur qu'est-ce qui peut se passer dans l'école. Donc on va occuper notre temps à faire tout ça, et il faut se rendre compte, je le rappelle, je l'avais déjà dit, que c'est un tournant pour l'école, puisque l'école doit déménager le périphérique, les travaux du périphérique dans cette zone-là, nord-ouest de Paris, doivent commencer en septembre. Donc le studio va disparaître. Et où va aller l'école? Eh bien, c'était prévu. L'IDEC devait déménager dans le fort de Gravelle, qui est dans le bois de Vincennes, et il devait partager le fort de Gravelle moitié-moitié avec l'école nationale de la police. Cette idée est abandonnée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est abandonnée. Donc, nous n'avons plus de locaux. Il n'y a plus de professeurs, et c'est les élèves qui ont pris le pouvoir dans l'école en mai 68. Alors je vais vous montrer le film de mai 68, un peu emblématique, parce que c'est à la fois le film le plus célèbre que les élèves de l'IDEC ont fait pendant cette période, qui est devenu même le film est devenu un emblème de mai 68. Mais on va le regarder et on va essayer d'en parler d'un point de vue pédagogique, pas seulement politique. C'est un film tourné par une équipe d'élèves de l'IDEC de première et de deuxième année. Jacques Villemont est en approbation. C'est lui qui a le projet du film, qui est le réalisateur de ce film sur les militants de l'ACI. Et l'opérateur, c'est Pierre Bonneau, qui est un élève de première année. Dans le film que j'ai eu le plaisir de produire, qui s'appelle Reprise, de Hervé Leroux, qui tente de donner une... Il cherche cette femme qui crie, donc un film de 3 heures, qui va ressortir au mois de mai, un peu plus tard cette année. Donc reprise de Hervé Leroux. Pierre Bonneau raconte qu'il commence à tourner, et puis au bout de 3 secondes, il se dit mais il faut que je coupe, parce qu'en fait, il n'a jamais tourné un plan plus long que quelques secondes. Il n'a jamais fait un plan séquence. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, il en a vu peut-être dans les films d'Orson Welles, mais dans sa pratique d'opérateur, ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que le film, c'est un film fait d'un plan, que le réalisateur, je mets entre guillemets Jacques Villemont, quand même, Jacques Villemont, il est devant la caméra, et par moments, il empêche qu'on voit ce qui se passe. Donc je pense qu'il n'est pas dans l'oreille de l'opérateur en lui disant tourne, va à gauche, va à droite, va chercher le directeur du personnel, etc. Donc c'est vraiment un plan fait par un opérateur. Ça me fait plaisir de le dire, c'est évident. Mais c'est un magnifique plan séquence parce que tout se constitue devant la caméra, la scène est parfaite. Ouvriers en colère, les syndicats, les gauchistes, le directeur du personnel, enfin bon, tous les acteurs de mai 68 sont réunis et jouent parfaitement leur rôle pour la caméra, sans savoir vraiment qu'ils sont sur une scène de théâtre, mais enfin, ils sont les personnages de cette scène. Mais au-delà de ça, ce que je trouve formidable, c'est que Pierre Bonneau, c'est peut-être la première ou deuxième fois qu'il tourne à l'extérieur, il tourne avec une caméra extrêmement mal pratique, je dois dire, qui s'appelle une Arriflex 16 BL,
qui est une espèce de monstre mal équilibré qu'il faut tenir sur quelque chose qui appuie, enfin bref, passons. Et il fait un plan séquence. C'est la première fois de sa vie qu'il fait un plan séquence. Il est en extérieur, il filme une ouvrière en colère, et on peut se dire que ce jour-là, la pédagogie de l'IDEC a basculé. Parce que, évidemment, quelle que soit la valeur des films qu'on a vus avant, tous les paramètres ont été bousculés. On est à l'extérieur du studio, on est en 16 mm, on est avec du réel, on a le droit d'inventer le plan au fur et à mesure qu'on le fait, on n'est pas en train de découper, il n'y a pas eu un travail au tableau noir pour savoir comment on allait découper cette scène. Évidemment, non. Bon, tous ces éléments-là, ça a l'air de rien, mais le film va être vu très vite après qu'il ait été tourné. On écoute la bande-son le soir même à l'IDEC, le négatif est développé à Bruxelles, puisque les labos français étaient arrêtés, et le film va circuler dès fin juin, juillet 68, il est connu. Et c'est un film qui continue de vivre aujourd'hui. Et sur lequel, donc, Hervé a fait ce film qui tente de retrouver tous les acteurs et de faire revivre la vie de cette entreprise en 68, tout en cherchant cette jeune femme qui crie qu'elle ne rentrera pas. Donc, ça, c'est, disons, un exemple pratique et la plus belle production de l'IDEC pendant cette période. Mais il y a une commission pédagogique qui travaille à l'IDEC, qui réfléchit, qui fait venir des professionnels, etc., et qui finit par élaborer un certain nombre de choses qui sont publiées par un numéro spécial des Cahiers du cinéma en août 68, qui fait dans le numéro d'août 68 des cahiers, il y a un cahier à part sur les états généraux du cinéma, avec les différentes plateformes, les différentes tendances des états généraux du cinéma. Il y a un article sur le Festival de Cannes, et il y a un article sur l'IDEC mai-juillet 68, une expérience d'école autodidacte. Alors, je vais vous en lire deux, trois. Enfin, dans le texte, bon, j'ai déjà dit un certain nombre d'éléments, mais ils disent on peut à partir de la nuit du 17 mai distinguer deux étapes, c'est-à-dire on a décidé d'utiliser le matériel et adopter le principe théorique de l'autogestion, je ne m'en souviens pas du tout, mais bon, autogestion, et application à tous les niveaux. Et l'attitude des professeurs fut à cet égard révélatrice, incapables de croire que les étudiants sauraient se servir du matériel sans le casser ou le perdre. Ils se retirèrent presque tous au bout d'une semaine. Et de la pratique de l'autogestion naquit la théorisation, et dès lors la gestion de l'institut par les élèves se développa sur plusieurs niveaux. Je précise que ce texte est écrit par la commission pédagogique de l'IDEC, c'est le texte de l'époque. Alors le texte, je vais vous lire les quelques-uns des thèmes pédagogiques qui sont évoqués pour la future école. Encore une fois, rappelons-nous qu'il n'y a pas de locaux, il n'y a plus de professeurs, et on ne sait pas du tout ce que va devenir cette école. Elle aurait pu très bien disparaître pendant l'été 68. Les autorités de tutelle auraient pu dire on arrête ce truc-là, on en crée une autre, d'une autre façon, et l'IDEC en tant que telle, comme association, parce que c'était une association, aurait pu disparaître. L'IDEC va perdurer, et voilà les quelques-unes des propositions faites et qui sont issues de la commission pédagogique de l'IDEC. Donc, une réflexion destinée à remédier aux défauts bien connus de l'IDEC, la coupure avec la profession, l'impuissance à retenir de fortes personnalités créatrices. Et donc, on proposait nous refusons la spécialisation prématurée, donc un concours par section, le critère de la culture générale, la coloration littéraire et universitaire du concours, le système de notation jugé sur une moyenne de notes, et la formule même du concours, surveillance, temps limité, interdiction de bouger. Nous proposons un concours commun à toutes les sections, ne tenant pas compte des savoirs en physique, chimie, sociologie, etc., etc., de conserver les anciennes épreuves de la section réalisation, scénario et critique, de modifier la correction, jury de professionnels et d'élèves tenant compte des facultés créatrices, et d'ajouter certaines thèses destinées à déceler une forme particulière d'imagination ou d'habilité. Qu'est-ce qui se passe pendant l'été? On obtient un financement du CNC, soi-disant pour faire des travaux d'élèves pendant l'été. Je ne sais pas ce qu'ils ont, garde une caméra, je ne sais pas
j'ai aucun souvenir de ça, et je n'en ai pas trouvé de trace. Mais en septembre se déroulent des nouvelles négociations au CNC, c'est-à-dire le CNC fait venir Rue Lubec, le directeur du CNC, Holo, fait venir des représentants de la SRF, nouvellement créée après le Festival de Cannes. C'est une toute jeune association d'organisateurs, le syndicat CGT des techniciens, les représentants de l'administration de l'IDEC, bien entendu, Tessonneau, et des représentants des étudiants de l'IDEC, dont je fais partie. Et donc il y a un certain nombre de négociations visant dans un premier temps à élaborer qu'est-ce que pourrait devenir l'école, mais ça reste très vague, mais surtout à se demander est-ce qu'on fait un concours cette année ou pas, puisque le concours qui était prévu en juin, évidemment, a été annulé. Et il est décidé par cette commission de mettre en place un nouveau concours qui se déroulera en décembre 68, et je suis chargé de l'organiser. C'est formidable parce que je ne sais rien, j'ai 20 ans, mais je suis chargé d'organiser ce concours. Avec les autres étudiants de l'IDEC, l'appui de la profession, l'appui de la CGT, l'appui de la SRF, etc. Et donc on met en place un concours qui, dont la première formule, c'est on va le passer ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours où on vient passer des épreuves puis on rentre chez soi le soir. On organise un stage d'une semaine où tout le monde vient ensemble. Déjà, c'est un peu... Voilà. Et on appelle ça une fête de la créativité. Et on met en place un certain nombre d'épreuves qui sont très différentes de ce qui existait avant, puisque restera l'épreuve de critique de film et l'épreuve de scénario. Mais on met en place une épreuve où il faut prendre des photographies. Alors pas avec des appareils très sophistiqués, on donne des instamatiques et on donne un objectif, je crois qu'on avait dit, il faut photographier, il faut rapporter 5 photos en vous promenant le long du boulevard Raspail. Bon, voilà. On organise une épreuve de montage photo. Là, c'est déjà plus rigolo. C'est-à-dire qu'on fait pendant 2 mois, on cherche dans les agences photographiques, etc. Et on réunit 150 photographies qui sont tirées en 18-24, dont on fournit les jeux aux candidats. Et le candidat doit proposer une série de entre 6 et 12 photographies, je crois, je ne me souviens pas, mais c'est à peu près ce nombre-là, qui est une proposition de montage, au fond, une séquence d'images. Ça, c'est déjà plus étonnant. On organise aussi une épreuve dite de montage son, alors là, qui tient au bricolage total, parce qu'on a évidemment peu de moyens de faire du vrai montage son. Et donc, c'est un montage son qui est fait, alors sans doute la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est, mais entre 2 mini-cassettes. Alors, bon, bref, 2 mini-cassettes, et de l'un à l'autre, il y a un certain nombre de sons sont proposés, et il faut les mettre dans... chaque candidat peut les mettre dans un certain ordre, en les enregistrant sur le deuxième petit magnétophone, et ça permet de constituer des montages sons de quelques minutes. Les jurys sont réunis par la crème de leur profession, je ne sais pas, il y a Chabrol, il y a, je sais pas s'il n'y a pas Pierre Lhomme, enfin bon, il y a un grand enthousiasme encore, une grande mobilisation de la profession autour de cette initiative et de l'IDEC à cette époque-là, quelques mois après mai. Et donc, c'est une espèce de grande fête, plutôt joyeuse, où il y a surtout, on a mis en place ce qu'on voulait, c'est-à-dire un concours où en gros on n'est pas forcé d'avoir une culture générale, il n'y a aucune épreuve de culture générale. On a fait sauter ce verrou-là complètement à l'époque. On inventera une autre épreuve de présélection, mais qui se mettra en place seulement l'année d'après, qui est le dossier d'enquête, mais ça j'en parlerai quand ça se met en place à partir de 69. Donc ce concours, évidemment, il modifie un petit peu le recrutement. Forcément, entre les 10 épreuves écrites de culture générale et l'esprit de mai 68 qui est passé par là, quand même, qui est quand même le principal détonateur dans le droit à l'imaginaire, et les épreuves pratiques qu'on propose, rentrent une nouvelle promotion qui va avoir, dans un premier temps, l'idée que va louer une espèce d'espace de bureau dans le 17e arrondissement, et puis finalement on va décider que en attendant mieux, ça va se passer au Ranelagh, donc ce qui est le théâtre-cinéma du Ranelagh. On aura le droit d'utiliser dans la journée la scène et la salle, les sous-sols et les coulisses, et tout à côté il y a une espèce de maison sur plusieurs étages, donc on ne sait pas très bien si c'est un cabinet médical ou un ancien bordel, mais en tout cas ça sera le lieu de l'IDEC pendant quelques années avant de déménager à Bry-sur-Marne au début de 1974. Et donc dans la nouvelle génération qui rentre, eh bien
disons qu'il y a trois courants d'élèves très distincts, qui s'affrontent, qui ne sont pas d'accord, mais qui coexistent dans l'école. Des personnes qui rentrent et qui veulent rentrer dans la profession, bien apprendre et faire suivre un chemin professionnel classique, rentrer dans une équipe d'un grand chef opérateur, etc. Bon, il y a ceux-là. Il y a ceux qui sont les politiques, disons, qui voient le cinéma comme ayant un rôle politique dans la future révolution, qui ne saurait tarder, donc avec une utilisation politique du cinéma, avec un rapport au réel, aux luttes en cours, etc., qui est très important. Et un troisième groupe qui va être extrêmement vivace pendant 2 ans, autour, disons, d'un certain nombre de, on va dire, de situationnistes. C'est ce qui les définit le mieux, c'est comme ça qu'ils se définissent d'ailleurs. C'est d'ailleurs sur eux que j'ai trouvé le plus d'articles, en fait. Et donc on va voir un premier film. Et donc il y a un groupe d'élèves qui fait une critique radicale du cinéma, de la technique, du langage cinématographique, de la place même du cinéma dans la société, des formes mêmes que le cinéma a pu employer. Et on va regarder 1 ou 2 films qui ont été faits par ce groupe-là. C'est l'IDEC. On est dans la même école depuis le début. Donc, à l'évidence, il y a comment dire, ce groupe d'élèves refuse tous les moniteurs qu'on leur propose. On fait venir les plus grands chefs opérateurs, Guillain, Cloquet, bon, renvoyés, etc. Ils finissent par accepter un seul professeur, qui est un réalisateur qui s'appelle Claude Huardot, qui travaille plutôt sur des films ayant trait aux mathématiques pour le Centre national de documentation pédagogique. Et c'est lui qui deviendra leur moniteur officiel et qui couvrira, au fond, ça veut dire, puisqu'il y a un moniteur, ça veut dire que le groupe travaille, et il peut travailler dans des termes qui font quand même, qui causent un petit peu d'urticaire à l'administration à cette époque-là, mais qui, néanmoins, ils ont les budgets pour faire les films. On voit qu'il y a un bout de tournage en studio, enfin, il y a plein de choses. Et donc, ils arrivent quand même à produire des images et même à les organiser en récit, même si, au fur et à mesure, il n'y en a que 2 ou 3 qui véritablement vont finir les films. Donc ça, c'est un exemple d'un des courants qui va produire donc des films radicalement différents. Le courant s'éteint, disons, en 70. Hein. C'est un grand feu qui dure 2 ans. Ils produisent plusieurs films. On verra un autre extrait d'un autre film, dont groupe d'élèves le plus célèbre, disons, en tout cas le plus actif, c'est Alain Montes, qui a fait une carrière après à la télévision, tout à fait... enfin un classique, je dirais, mais qui néanmoins a continué de revendiquer ses films très fortement. Et dans un séminaire à Cerisy, il a eu le droit à une série de communications et de publications d'articles. Donc il est pris tout à fait au sérieux par le monde universitaire. Je voudrais juste dire que quand même, avant d'arriver un tout petit peu après, quand commence à se mettre en place quand même des éléments un peu plus stables, à partir de 70, c'est-à-dire le fait que Rémy Tessonneau s'en va, il est démis de ses fonctions, il est remplacé par un ancien producteur qui s'appelle Schlossberg, qui devient le directeur de l'IDEC, mais il y a un directeur pédagogique qui est Louis Daquin. Louis Daquin, c'est un réalisateur communiste qui a tourné des films avant-guerre et après-guerre, qui est âgé, fort sympathique et qui ne fait plus de films, qui aimerait bien tourner, mais il est à la SRF et finalement c'est une espèce de compromis ou de piège, on ne saura jamais, que la SRF, le syndicat CGT, les élèves et le CNC mettent en place, où il y a une direction pédagogique d'un réalisateur qui n'a pas énormément d'idées pédagogiques. C'est plutôt quelqu'un de, comment dire, je sais pas, c'est un brave type, quoi. C'est un type sympa, capable d'accepter toutes sortes de choses, et qui va essayer, tant bien que mal, avec une équipe de jeunes techniciens, dont je vais faire partie, et d'autres, de mettre en place des cursus un peu plus organisés que les ateliers libres tels qu'ils ont pu exister pendant 69 et début 70. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre
qu'est-ce qu'on va mettre en place? Premier élément que je voudrais citer tout de suite quand même, c'est qu'au fur et à mesure des différents recrutements, il y a quand même des choses qui bougent. Les choses qui bougent, par exemple, c'est que on va franchir un interdit, par exemple. Il va y avoir trois femmes. Il y a une promotion où dans la section, enfin la première chose qui est faite, c'est que les sections prises de vue, les sections techniques disparaissent. Tous les élèves sont réalisateurs, tous sont réalisateurs. Ils auront le double diplôme, réalisateur opérateur ou réalisateur monteur. Une espèce de manière de défier la division classique du travail, la hiérarchie classique d'une équipe, etc. Et donc, tout le monde est réalisateur, avec une option vers le montage ou les réalisations. C'est quelque chose qui a été demandé par les élèves au cours, je crois, de l'année 69 et qui est mis en place pour la promotion suivante qui rentre. Ensuite, le cursus est allongé d'un an, donc il y a 3 ans d'études à partir de 70 à l'IDEC, avec le fait qu'il y a une année où on ne fait... Quand même, le CNC s'interroge tellement sur le futur de l'école qu'il y a une année où ils ne font pas de concours, donc il y a un trou. Le trou, c'est le doute. Est-ce qu'on continue cette fichue école avec ce bazar de ces élèves qui refusent tout, ou est-ce qu'on tente quand même de mettre en place quelque chose? Et finalement, l'école, encore une fois, va continuer. Disons qu'il y a comme ça, 68-70, des moments où l'école, on n'est pas très sûr de savoir si elle va continuer ou pas. À cause des événements historiques, à cause de la manière dont les cadres classiques ont éclaté, je pense que le CNC se pose de sérieuses questions sur la continuation stricte de l'école avec le même nom et le même passé historique. Mais l'école continue, ça dure 3 ans, tout le monde est réalisateur, opérateur, réalisateur, monteur. Et un des premiers éléments, et je tiens à le souligner parce que ça a été quand même, ça a eu l'effet d'une petite bombe, c'est le fait que tout d'un coup, dans la section prise de vue, il y a 3 femmes. Dominique Fondacci, Dominique Le Rigoleur, Anne Cripoutinff. Que ça, alors là, il y a comme un interdit autour de cette question. Jusqu'à cette époque, je ne sais pas très bien s'il y a des... Je ne sais pas s'il y a des femmes directrices de la photo jusqu'à, disons, aux alentours de 68. À mon avis, dans l'histoire du cinéma, il n'y en a pas beaucoup. C'est le domaine des hommes. C'est une domination hiérarchique, technique, physique, enfin tout ce que vous voulez. Et là, le verrou explose. C'est quand même, je tiens à le noter parce que bon, on n'a peut-être pas réussi grand-chose, mais on a fait un petit truc là qui est pas mal. Et ce qu'on va mettre en place, donc moi j'arrive, Daquin me demande de venir en croyant que j'ai des idées, et moi j'ai des idées fort bêtes qui consistent à organiser des ateliers et à croire qu'un atelier où se développent des pratiques, et des pratiques décidées librement entre groupes d'élèves et professionnels, forcément ça porte des fruits. C'est un peu basique comme attitude. C'est quelque chose qui, je crois, a continué de se développer, qui est plus ou moins structuré, etc. Avec le fait que, d'emblée, on se heurte à cette contradiction qui est présente dans l'école, je suis sûr, aujourd'hui, et qui était déjà présente dans l'école, c'est la contradiction entre il y a un programme qui continue, année après année, et qui demande une présence permanente, et on veut des professionnels qui, eux, sont, par définition, des intermittents, qui voguent de film en film, et qui sont pas forcément prêts à s'arrêter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc là, il y a une contradiction entre le mode de travail de la profession et ce que voudrait une pédagogie qui se développe de façon un peu plus stable. Et je suis sûr que la contradiction existe aujourd'hui. Enfin, je me tourne vers le directeur des études actuelles, mais je suis sûr qu'il ne démentira pas, il ne dira pas que c'est réglé, quoi. C'est une vraie tension, qui je pense est une bonne tension. Comme dirait Mao, c'est une bonne contradiction. Je veux dire, il y a des bonnes et des mauvaises, mais celle-là n'est pas antagonique, donc c'est une bonne contradiction. Et donc, cette contradiction-là, elle joue à plein, et à l'époque, on n'a pas encore des moniteurs permanents. Enfin, on en a. Moi, je vais être moniteur semi-permanent, et encore, je commence déjà à travailler comme assistant opérateur. Il y a Claude Loiseleux qui va venir, il y a Henri Alcan qui va venir. Enfin, il y a, je parle des opérateurs plus que des monteurs parce que je connais mieux cette partie-là de l'enseignement. Mais il y a quand même des contradictions. Il y a des élèves qui refusent. Enfin, la carrière de Guylain Cloquet à l'IDEC, par exemple, est désastreuse. Il va être chassé, je crois, 3 fois par les élèves. Pour des raisons
que j'ignore, parce que par ailleurs je pense que c'est un des plus grands chefs opérateurs français, mais il y a quelque chose qui ne passe pas avec les élèves. Donc l'idée de la rencontre entre un groupe d'élèves et un professionnel, monteur, opérateur, réalisateur, quel qu'il soit, c'est de l'ordre quand même de l'alchimie, comme, un peu comme une équipe, mais il faut que ça passe. Si ça passe pas, bah, ça marche pas, ça produit rien. Donc cette contradiction-là, on la connaît. Il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas. Mais l'autre chose qu'on met en place, c'est cette idée quand même de pratique permanente. Et comme le cinéma coûte cher, par exemple, on met en place le fait de tourner en Super 8 dès la première année. Alors jusque-là, on tournait en 16 mm et en 35 mm. Le fait d'introduire le Super 8, c'est un peu comme des femmes chefs opérateurs. C'est quelque chose qui est très mal vécu par le syndicat en particulier. C'est-à-dire qu'il y a une délégation syndicale de la CGT qui vient voir Louis Daquin, qui a un tract à la main, disant qu'on est en train de déqualifier la formation professionnelle puisqu'on fait faire des Super 8 aux élèves de première année. Et on demande d'ailleurs, dans le même tract, à virer le maoïste Richard Coppens, et celui qui porte le tract s'appelle Pierre-William Glenn, qui était le directeur de la section prise de vue jusqu'à un an à la FEMIS. Bon, ça c'est réglé pour les copains. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Non, mais c'est une vraie contradiction. L'idée que les professionnels font du Super 8, ça semblait un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que quand on voit avec quoi on peut tourner aujourd'hui, c'est-à-dire, je sais pas, tourner avec un iPhone, c'est interdit. Enfin, c'est bon. Mais il y avait l'idée que plus on tournait, plus on allait apprendre, plus on allait développer des pratiques, et plus les élèves apprendraient à se débrouiller avec ce médium un peu particulier qui consiste à faire un langage à partir d'images. C'est qu'il vaut mieux quand même produire des images pour de vrai plutôt que d'en parler. Donc tout était bon pour développer ce type de pratique. Avec le fait que quand même on fait venir beaucoup de professionnels, et pas des moindres, à l'école, avec le fait qu'on organise des projections, des avant-premières, on fait venir rapidement un monsieur qui s'appelle Jean Douchet, qui va devenir une des références sur la critique du cinéma, l'appréhension du cinéma, l'amour du cinéma. Donc on met en place des choses qui vont finir par fonctionner. Néanmoins, les trois courants dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que j'appelais les situs, les gauchos, trotskistes, maoïstes, que vous voulez, et les bons techniciens, ces contradictions continuent. Elles ont continué encore pas mal de temps. Je ne sais pas si elles existent aujourd'hui, à mon avis, elles ont changé de teinte et de couleur, mais elles existent suffisamment pour... Alors, je vais vous montrer 3 exemples de films de cette période, de la période, disons, 70 à 73, des exemples de films très différents. C'est-à-dire un travail d'élève fait en 74 par 2 élèves réalisateurs-opérateurs, Guy-Patrick Saint-Drichin et François Duperron, qui deviendra un réalisateur assez connu. Guy-Patrick est un scénariste. Ces 2 élèves qui font déjà partie du groupe qui s'appelle Cinélutte, dont font partie certains enseignants de l'IDEC, dont moi, et certains élèves de l'IDEC qui, en 6 ans, fera 8 films militants. Alors, ils ont un budget pour faire un film. Je crois que c'est le budget de film de 2e année. Et ils décident d'aller filmer un supermarché. Et donc, je vais vous montrer une partie de ce film, parce qu'il dure 40 minutes, donc on ne va pas passer la soirée à regarder les films de Cinélutte, mais néanmoins, quand même, en regarder un petit bout, ça vaut le coup. Le film dure encore 25 minutes. Il commence à peine à constituer sa dramaturgie, qui est de parler avec les caissières d'un côté, avec les cadres de l'autre. Les cadres vont finir par dire un certain nombre de choses sur les caissières, qui sont assez macho, hiérarchique, enfin vous pouvez imaginer, déjà vous avez un petit peu entendu comment les cadres du Carrefour parlent. Et le film à la fin se retourne, en ce sens que l'équipe va montrer aux caissières ce qui a été tourné avec les cadres. Et c'est filmé, et donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça de la parole des cadres, revue par les caissières, qui évidemment sont assez révoltées de ce qu'elles entendent. Bon, voilà. Ce film, donc, c'est un exercice de l'IDEC, tourné avec les moyens de l'IDEC, donc une coutant, un agra, un stock de pellicules. Il y a un moniteur. Le moniteur de ce film, c'est Vincent Blanchet, qui a été un élève de Jean Rouch, un des fondateurs de Varan, un adepte de la caméra portée, et ça se voit. Enfin, il y a une mobilité de la caméra. Je suis sûr que Vincent
les pousse à bouger, enfin à faire du cinéma avec leur corps et pas simplement mettre le pied puis attendre que ça se passe. Donc il y a toute une série d'éléments pédagogiques où je vois bien qu'il y a un opérateur que j'ai bien connu, qui était un grand opérateur de cinéma direct, Vincent Blanchet, qui est en train de transmettre des choses. Et dans le film, ça se voit, simplement la séquence, bon, très surex, le film n'est pas synchrone, je ne sais pas pourquoi, je m'excuse de toutes les imperfections techniques. N'empêche qu'on voit que l'opérateur cherche. Il cherche. Et il cherche, et donc on est sur les mains, les masques, le visage de la fille, on revient, il y a quelque chose là qui circule et qui est que ça va finir par produire, moi je dirais que ça produit du cinéma, en tout cas moi j'y vois quelque chose comme ça, et ce que j'y vois c'est aussi un effet de la pédagogie de Vincent Blanchet. Alors qu'il va avoir d'autres effets, parce que comme il est un peu grande gueule, braillard, il est parfait pour parler avec les cadres, qui vont complètement se déboutonner avec lui. Et donc, bon, c'est un effet de piège, parce que Vincent Blanchet, grand opérateur, grand cadreur, grand tout ce qu'on veut, n'empêche que c'était un macho de première, et que donc la parole des cadres se libère, et que c'est enregistré, et ça sera montré aux caissières. Bon, effet pervers, mais néanmoins assez intéressant. Donc c'est un exercice de l'IDEC. Voilà. Évidemment, le film est détourné au profit de Cinélutte, qui va appeler le film Petite tête, grande surface, et ça va être un des best-sellers, si j'ose dire, de Cinélutte, parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 copies qui vont circuler pendant 3-4 ans. C'est-à-dire des copies qu'on envoie, un groupe demande à le voir pour organiser un débat, soit au niveau syndical, soit au niveau des groupes femmes, etc. Donc ça, c'est un des exemples, un des courants de l'IDEC, disons le courant politique des étudiants, mais ce que j'y vois, au-delà de la description comme ça des différences entre les différents élèves et ce à quoi ils aspirent, et ça ne concerne pas directement la pédagogie, ça démontre un peu à qui on a affaire, tout simplement, c'est le film, l'idée d'aller enquêter dans un supermarché, c'est une idée qui est parfaitement autorisée. Le fait de prendre un opérateur de cinéma direct comme qui n'a sans doute jamais eu sa carte professionnelle, c'est autorisé. Et donc il y a un basculement qui tout d'un coup ouvre toute la question du documentaire et du cinéma direct dans le cadre de l'école. Donc par exemple, c'est évidemment une ouverture qui marche. Alors on va regarder un autre film complètement différent. Et on ne va pas le regarder en entier parce que je crois qu'il fait 40 minutes. Bon, il y a évidemment un autre imaginaire que les luttes des caissières de supermarché, voilà. Bon. Mais avec une grande liberté, une grande maîtrise de tous les codes. Voilà, moi j'aime beaucoup ce film, je dois dire. Mais bon, c'est juste de dire, voilà, des films qui coexistent dans la même pédagogie. C'est donc juste de dire que l'horizon, enfin l'éventail est très large. Et les moyens très divers. C'est de l'ordre du roman photo, avec beaucoup de costumes, etc. L'autre, c'est non. Bon, donc on pourrait multiplier les exemples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ateliers, alors il y a d'autres films qui se font qui sont beaucoup plus, disons, dans l'ordre des choses, et dont les techniciens, les étudiants de l'IDEC aspirent surtout à effectivement rentrer dans la profession le plus vite possible et faire du long métrage, du long métrage. Alors, il y a peut-être un autre élément dont je n'ai pas parlé avant qui est quand même important, qui est que l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques, formait, en tout cas disons jusqu'aux années 50, le meilleur du cinéma français, avec cet élément à la clé de la carte professionnelle, dont je n'ai pas tout à fait terminé toute l'explication tout à l'heure, puisque c'est un verrou qui permet d'accélérer la carrière. Mais il faut comprendre que la carte professionnelle est aussi un verrou parce qu'elle est associée à ce qu'on appelle l'agrément d'un film, qui est la manière dont le CNC vérifie qu'un film est bien produit et donc peut sortir dans certaines conditions et bénéficier du retour sur les billets qui s'appelle la taxe de soutien cinématographique. Donc, quand un film a l'agrément, il est tout à fait dans les normes. Quand il sort en salle, une part du billet retourne au CNC qui peut retourner au producteur et lui permettre de produire d'autres films. C'est donc un élément essentiel d'investissement en boucle du cinéma français pour régénérer ce qu'il fait, ce qu'il produit. C'est un des éléments qui fait que le cinéma français existe encore de manière forte. Un élément un type de mise en place économique et sous contrôle de l'État qui est peu à peu copié par plein d'autres pays.
Et la carte professionnelle fait partie du système, c'est-à-dire pour avoir l'agrément, il faut que les étudiants, il faut que les techniciens de l'équipe soient en carte. Donc encore une fois, l'IDEC participe de ce système-là. Mais au-delà de ça, depuis, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît quand même sur le marché du travail à partir des années 50 et surtout 60 et 70, c'est l'éclatement, c'est la télévision. Et de fait, l'IDEC va devenir pendant un certain nombre d'années le principal pourvoyeur des techniciens de la télévision française. Et donc, moi, par exemple, dans ma promotion, où il y avait à peu près c'était égal entre étrangers rentrant sur dossier et français, mais en ce qui concerne les Français, donc avec toutes les sections confondues, on devait être à peu près une vingtaine. Je pense qu'il y en a 17 qui sont rentrés à la télévision, qui sont devenus opérateurs, monteurs, réalisateurs de télévision. Celui qui faisait tout à fait un des premiers films que j'ai présenté, la jeune femme dans le magasin de disques, il a fait de la télévision toute sa vie. Le monsieur qui a participé au groupe qui faisait le film situationniste Clodo, il a fait de la télévision toute sa vie. Mais il y a ceux qui veulent rentrer dans le cinéma coûte que coûte, et donc eux, je dirais que dans le cadre de l'école, en général, ils sont sur des films beaucoup plus, enfin, qui ressemblent à des films de fiction français, avec des codes qu'ils essayent de réinventer. Et on va voir un extrait d'un autre film de quelqu'un qui s'appelle Arthur Joffé, qui a fait plusieurs films de fiction qui sont sortis en salle. Et on va regarder un extrait de son... Je crois que c'est son film de promotion. Bon, alors évidemment, très différent de Petite Aile, Grande Surface, très différent de La Fille du Retour du Dragon. Encore une fois, c'est plus pour montrer l'éventail que je monte les différents films. J'ai pas de jugement sur les films. On voit bien qu'on est dans une type de narration plus classique, même si le film va tourner peu à peu au fantastique. On voit bien qu'on est avec des personnages bien établis, un découpage qui suit les trajets, le travail, etc. Enfin bon, plutôt bien filmé. Enfin, rien d'extraordinaire, mais enfin bon, c'est propre, c'est bien. Bon, Arthur va faire plusieurs films. Ensuite, enfin un film surtout, Harem, qui va être un film assez célèbre. Mais et je voudrais juste montrer encore deux choses avant de passer à la partie du débat. L'un, c'est du même Alain Montes, qui a du mal à finir ses études et qui va reprendre des éléments filmés dans plusieurs ateliers du groupe situationniste et qui, 2 ans après avoir terminé l'IDEC, va rendre son film de promotion. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il veut son diplôme. Je trouve ça admirable, puisque normalement, il devrait vraiment s'en foutre, mais pas du tout. Il veut son diplôme, et donc il entreprend toute une longue démarche juridique, des lettres au président, etc., pour prouver que, etc. Et ce film USS, qui est fini bien longtemps après, et qui reprend des éléments qui ont été tournés dans des stages d'étudiants de l'IDEC avec des étudiants de la Fédération protestante. Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça faisait des stages où se produisait du cinéma et des images. Donc un célèbre stage qui s'est déroulé au Pilat, un autre qui s'est déroulé à Grenoble, et de tout ça, il reprend et il fait ce film qui lui permettra d'obtenir son diplôme. Donc on regarde un morceau de USS. Juste pour essayer d'embrasser du début à la fin, même si j'ai encore un film, ou disons un extrait de film à montrer. Euh, ce que 68 a permis, de façon, encore une fois, totalement imprévue, puisque, encore une fois, les élèves, pardon, pour les élèves de l'image, excusez-moi, la petite lumière qui vient de côté. Non, je dis de façon imprévue, puisque jusqu'au mois d'avril, on est en train de finir les films de promotion, la 23e promotion, sans aucun souci de révolte, avec en grognant de temps en temps contre Rémi Tessonneau. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui explose, qui emprunte des formes tout à fait extravagantes, des voix politiques, des voix de dénonciation du discours, de la place des médias, enfin bref, tout le discours situe sur la société du spectacle, avec des effets que je trouve, ma foi, personnellement très cinématographiques et que j'aime bien. Et puis des élèves qui cherchent à retrouver leur voie dans la profession en essayant quand même d'apprendre un certain nombre de choses. Mais quand je reparle avec un de mes amis de cette période, qui était assez proche de
de la tendance situ. Il dit, bah, on essayait plein de trucs, on accrochait la caméra au bout d'un fil, on la balançait à travers pour voir qu'est-ce qui allait se passer, enfin, en redécouvrant à Belgance sans le savoir, sans doute, mais en tout cas, hein, et il dit, et 2 ans après être sorti l'IDEC, j'ai lu un livre de Eisenstein et j'ai compris qu'est-ce que c'était qu'un raccord, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune, de leur part, il y avait un balayage total, enfin une négation totale de toute théorie, de tout apprentissage technique, etc. Donc on est allé au bout de, certains sont allés au bout de ça. Voilà, très bien. Et d'autres ne voulaient pas de ça, d'autres élèves ne voulaient pas de ça. Le CNC ne savait pas très bien. La profession avait plutôt été partagée, mais enfin globalement pensant que ça serait bien si l'IDEC fournissait des techniciens qui pourraient revenir dans la production cinématographique et qui auraient leur carte professionnelle et qui permettraient aux films d'avoir leur agrément. Donc on voit que l'IDEC est un lieu de conflit, est un lieu de, au-delà des conflits, est un lieu de grande contradiction sur qu'est-ce qu'on enseigne. Et ce qui va se mettre en place, c'est, disons, c'est une espèce de compromis dont je vais être sans doute un des acteurs, avec Daquin, avec une équipe pédagogique qui est pour partie composée de gens qui sont proches du PCF, pour partie gauchistes, avec des contradictions parfois avec le syndicat, mais quand même essayons de jouer un jeu où toutes les pratiques et les ateliers qu'on développe, les unes après les autres, les ateliers les uns après les autres, ont pour but quand même dans l'idée que, au bout du compte, à la suite de toutes ces différentes expériences pratiques, quelque chose aura été transmis. Mais qu'est-ce qui est transmis? C'est un mystère total. Puisque, par exemple, le film qu'on vient de voir, auquel Schlossberg, qui est le président de l'IDEC, qui a été producteur d'un certain nombre de films importants français dans la période des années 50, il doit s'étrangler quand il voit ça. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça lui fait mal. Et il va finir par l'accepter. Moi, j'y vois bien quelqu'un qui, tout en voulant détruire le cinéma, est en train de le manier assez habilement, que ce soit sur les questions de rythme, de rapport entre le son et l'image. Enfin, il y a plein de trucs absolument formidables. Donc, est-ce qu'il y a un modèle qui peut être acquis et transmis ou pas? C'est toute la question. C'est toute la question de l'école où il y avait un modèle. Avant, c'était clair. C'était d'accord, on enseignait le cinéma comme dans les années 50, mais au fond, ça fonctionnait un peu en vase clos. Ça explose, et qu'est-ce qu'on transmet? Et il faut bien comprendre que le cinéma français des années 70 est lui-même traversé de courants fort contradictoires, de Melville à Godard, de Truffaut, enfin on peut les citer tous. On voit bien qu'il n'y a pas un cinéma, ni une forme de cinéma. Donc la question de l'école, elle est, est-ce qu'elle est capable d'organiser un certain nombre de pratiques où vont être transmis des choses qui permettent à différents cinémas d'éclore. C'est ça la question. C'est pas de former un cinéma, c'est de permettre à plusieurs formes cinématographiques et surtout à des élèves de s'épanouir et de trouver les formes qui sont les leurs. Donc c'est ça la question. Et l'équilibre entre on sait, on vous dit comment faire, ou on ne sait rien et à vous d'inventer tout, et ben, peu à peu va se trouver un certain nombre de vont se forger un certain nombre de compromis. Je ne sais pas s'ils font compromis, c'est pas forcément mauvais. Je dis ça au sens où ça permet de fonctionner, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui se met en place, disons, à partir de l'année 72, à peu près. Quelque chose commence à rentrer dans l'ordre, avec quand même un certain nombre d'autres questions qu'on se pose. Moi, je vais pondre en 72 un énorme rapport sur le recrutement de l'IDEC, où je pose la question de faut-il avoir le baccalauréat pour rentrer à l'école? Et donc je travaille sur l'hypothèse, enfin je présente l'hypothèse qui ne sera pas acceptée finalement, qui est de dire, et si plutôt que de recruter des bacheliers, on recrutait des gens qui ont travaillé? Voilà. Est-ce que ça permettrait... Alors, le meilleur exemple dans le cinéma français de l'époque, c'est Faraldo, mais avec... 2-3 films sympathiques, mais est-ce que c'est quelque chose que l'école peut aider et soutenir? Ça n'aboutira pas, mais c'est pour dire que l'école est capable d'entendre, en tout cas de me payer pour écrire un truc bon, où je nourris de Gramsci, Mao Tse-tung, enfin c'est quand je le relis, enfin je le relis pas d'ailleurs, j'ai pas le courage, mais je veux dire, mais au bout du compte, il y a quand même des questions qui sont posées sur comment recruter, qui on recrute et comment on recrute. Et donc, c'est plus la question de quel est le meilleur concours, c'est la question, c'est à qui s'adresse ce concours, qui est une question d'une autre importance. Finalement, l'ordre, on va rentrer dans l'ordre. On ne va pas recruter d'autres personnes que les bacheliers, et peu à peu, d'ailleurs, on va recruter des gens qui ont le bac plus 2, plus 3, je ne sais plus, plus 2. D'accord.
Donc c'est un choix, ok, ça fonctionne. Mais c'est ces questions-là qui ont été posées, en tout cas. Et on a essayé d'ouvrir les portes et de jamais proposer de modèle, de permettre l'ouverture d'ateliers et de pratiques, mais d'ouvrir les portes. Après, après, les portes se sont un peu refermées, à moitié ou complètement, mais un certain nombre de pratiques, sans doute, ont pu éclore et finalement former des personnes qui sont devenues des grands techniciens, des grands cinéastes, des grands réalisateurs. Et pour le plaisir, et par amitié, je vous présente un film qui date de 73, qui est un film d'une élève de première année, qui s'appelle Mise à sac, et dont l'auteur est dans la salle. Aïe aïe. Voilà. Merci infiniment, Richard. Donc, le micro est seulement destiné à enregistrer, hein, et ce n'est pas amplifié. Donc, il est filaire, mais on peut le faire circuler, hein, dans les rangs. Je pense que le fil est assez long. Donc, merci infiniment, Richard, pour cette longue présentation formidable avec l'ensemble de ces films qui nous a permis de voir toute cette évolution sur finalement 7 ans, en fait. Oui. 66 à 73, oui, oui 7 ans, 8 ans, oui. Et tout de suite, en fait, évidemment, je souhaiterais qu'on puisse passer la parole à la salle pour des questions, des remarques, des demandes, voilà. On peut faire passer comme ça. Est-ce que vous pourriez préciser un peu la manière dont s'organisaient les ateliers avec les moniteurs puisque vous avez dit que certains moniteurs s'étaient fait chasser. Alors, comment ça s'organisait concrètement ? Bah, ça fonctionnait de bas en haut ou de haut en bas, c'est-à-dire qu'il y avait soit c'était une proposition d'un groupe d'élèves qui disait on veut travailler avec tel moniteur, donc ils avaient fait leur choix, ils l'avaient peut-être déjà rencontré, ils aimaient son travail et donc un groupe d'opérateurs disait on veut travailler avec telle personne et donc ça s'est pratiqué évidemment dès 69, même les situs, ils disent on veut travailler avec Claude Huardot, c'est eux qui demandent, c'est certainement pas l'IDEC qui va chercher Claude Huardot, et puis se met en place à partir, je dirais, de 71, plutôt l'IDEC propose un certain nombre d'ateliers, avec l'idée quand même, on commence à mettre en place un cursus entre la première année, la deuxième année, la troisième année, même si ça reste polyvalent en première année, même s'il y a le double diplôme qui va disparaître assez vite, hein, parce que c'est compliqué, tout le monde est réalisateur, c'est quand même mal vu globalement, c'est pas soutenu, on peut pas dire, c'est une initiative qui est soutenue par la profession ou le CNC, donc je sais pas en quelle année ça s'arrête, je sais pas si toi, t'étais encore réalisatrice, et oui d'accord, mais ça s'arrête un peu plus tard, je sais pas en 76 ou 77. Donc il y a l'idée qu'on tente quand même de mettre en place un cursus, enfin je parle de la période où je suis, c'est-à-dire 71 à fin 73, en essayant peut-être de commencer en Super 8, de passer au 16, etc. Mais en écoutant ce qui se passe avec les élèves et de dire, bon bah là on va faire un exercice où, alors il y en a qui vont proposer des choses très classiques qui sont on refait la scène d'un film connu. Alors bon, ça c'est un grand classique. Moi j'ai toujours trouvé ça complètement idiot, mais bon, je sais pas si ça se pratique encore, je sais pas, mais bon. En tout cas, c'est un exemple où on prend une scène d'un roman, d'une nouvelle, d'une pièce de théâtre, et on décide de l'adapter et de découper. Le moniteur peut être un opérateur, peut être un réalisateur, ça peut être plutôt un exercice de montage. Donc bon, et donc c'est cas un cas. Il faut comprendre que c'est cas un cas pendant un certain temps et que je pense que jusqu'à 74 c'est cas un cas. Après ça commence les effets brinque-ballant commencent à s'atténuer tout simplement. Mais ce qui est intéressant c'est que pendant un moment ça circule venant d'en bas, venant d'en haut, quoi, et que c'est possible, y compris des initiatives relativement brinzingues, comme pour le film, enfin, le groupe qui parle, le groupe situ, le groupe
Underground, c'est leur nom, ils s'appellent comme ça, le groupe Underground, qui part tourner au Pilat associé à un stage des étudiants protestants. Ils ont défini un projet où ils ont, je sais pas, il y a peut-être 5 lignes décrites, mais ils ont un budget et ils partent. Et ils le font et ils ramènent des images qu'on voit ou qu'on ne voit pas ou qu'on découvre 3 ans après. Bonsoir. Je me demandais si à l'époque c'était une ambiance où les femmes étaient facilement accueillies, s'il y avait des, même sur le plan pédagogique, ou si c'était encore une ambiance homme, comment elle était vue et si elle pouvait accéder, disons, simplement à toutes les professions, ou s'il y avait des, je dis pas des préjugés, mais bon, de petites barrières plus ou moins invisibles. Non, il y avait des grands. Enfin, d'abord, dans la profession, il y avait des grandes barrières qui encore sont pas complètement disparues, mais enfin, les femmes faisaient du montage, les hommes faisaient la prise de vue. C'est quelque chose qui commence à bouger après 68. Moi, je raconte, je ne sais pas si vous étiez là, mais qu'en 70, on fasse rentrer 3 femmes qui vont choisir la prise de vue et qui vont devenir chef opérateur. Et pour 2 d'entre elles, enfin Dominique Le Rigoleur et Anne Kripounov, qui vont faire une vraie carrière de chef-op, enfin, on a renversé les murs de Babylone. Enfin, parce que les opérateurs, c'est des mecs. Enfin, voilà, c'est des mecs. Et donc, dans un rapport à la technique et à la hiérarchie et à la grande gueule et à tout ce que vous voulez. Donc, celui qui n'est pas comme ça, et donc, il a fallu, et je pense qu'on avait, nous, consciemment dans l'idée que ça, c'était quelque chose qu'on allait balayer. Alors, je peux dire que c'est totalement utopique ou idéologique, mais évidemment, on pensait à ça. Ça ne veut pas dire que ça bougeait considérablement dans la profession. Je veux dire, je pense qu'on a principalement formé des monteuses et relativement peu de chefs-op, directrices de la photo, mais quelques-unes, mais pas des moindres. Mais, et que, y compris sur les réalisateurs, réalisatrices, c'était ouvert aux femmes. Enfin, il y avait autant de femmes réalisatrices que d'hommes réalisateurs dans les sections de l'IDEC après 68. C'était pas, ça ne veut pas dire que dans la profession, ça se réalisait comme ça. Ça, c'est autre chose. Parce que la profession avait une certaine résistance à ces changements. L'IDEC est malgré tout un petit bout par rapport à ce qui se passe dans le monde réel de la production et des films qui se font en France, même s'ils sont nombreux, ou du monde de la télévision. Je ne sais pas exactement combien de films en 1973, combien de films sont réalisés par les femmes en France. Il n'y a pas énormément de femmes réalisatrices. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais il y en a beaucoup moins que les mecs. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante et cette histoire retracée sous tous ces aspects. Moi, j'avais une question d'ordre événementiel et une autre un peu plus culturelle, on va dire. La première événementielle, vous avez évoqué en fait l'occupation de juin-juillet 68 et l'invitation faite à la profession à venir. Donc au moment où Tessonneau se fait virer, il cherche à venir et se fait virer. Je voulais savoir ce qui s'était passé en fait lorsque les professionnels sont venus. Qui vient? Est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce que c'est vous qui leur parlez? Enfin voilà, ça c'était la première chose, parce que je me demandais en fait dans quel contexte ça s'est fait, si vous étiez à côté des états généraux, en dehors, en marge. Ou si tout ça s'inscrivait dans un même mouvement et que les professionnels allaient des états généraux à l'IDEC. Enfin voilà, c'est savoir un petit peu. Et l'autre question qui a rien à voir, mais c'est sur donc l'après 68 et ce basculement dont vous parlez dans la conception de la pédagogie et l'abandon aussi, enfin la volonté même de rejet de la théorie, de tout ce qui se faisait d'académique, y compris sur le plan, je dirais, de la culture cinématographique auparavant. Je voulais savoir si quand même dans la pratique, d'abord vous continuiez à aller au cinéma,
à aller à la Cinémathèque française, à aller dans les ciné-clubs. Voilà, si votre pratique de spectateur de cinéma, en tant qu'élève, et bon, après vous n'étiez plus élève, mais c'est que les élèves des promotions dans ces années-là ont changé aussi sur le plan de l'appropriation de la culture cinématographique. Alors, sur mai 68, mes souvenirs sont parfaitement clairs, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé Non, enfin si, je me souviens, d'une part, les États généraux avaient commencé rue de Vaugirard, dans l'école Louis Lumière. Et donc la profession était là-bas. Nous, on était porte des Ternes, on était loin, c'était loin. Et on était, la profession savait peut-être que l'IDEC existait, mais il n'y allait jamais. Donc c'était pas un lieu où on allait, c'était un lieu en plus qui était périphérique par rapport au centre parisien. Donc je pense qu'on a lancé l'invitation aux États généraux à Vaugirard, rue de Vaugirard, en disant venez ce soir, on invite la profession à venir à l'IDEC. Et la profession est venue en masse. Ça a été un événement symbolique considérable. Avec le fait que Tessonneau a voulu intervenir, qui est arrivé, je me souviens très bien, c'est moi qui présidais, bon, très bien. Hein, et je dis, voilà, monsieur Tessonneau. Il me dit, monsieur Coppens, évitez vos sarcasmes. J'avais juste essayé d'être poli. Ça, je m'en souviens. Ensuite, il a fait un truc en expliquant que c'était très dangereux, qu'il ne fallait pas utiliser le matériel, qu'il ne fallait pas abîmer l'école, etc., etc. Il est reparti sous les huées et ça a été terminé. On ne l'a plus revu après. Donc ça, c'est clair. Après, pendant mai-juin 68, la profession est venue à l'IDEC parce qu'on avait du matériel et de la pellicule. On était des riches. Et on avait décidé qu'on pouvait partager nos richesses. Donc évidemment, il y a des gens qui sont venus monter, il y a des gens qui sont venus projeter, il y a des gens qui sont venus présenter leur projet de film. Je ne m'en souviens pas très bien, je ne saurais pas exactement à quel film on a. J'ai vu dans un texte, je sais pas, une liste de films auxquels on aurait participé. Moi, c'est Mystère et Boule de gomme. Mais on a eu cette position-là. Et on invitait de temps en temps quelques personnes à la commission pédagogique pour discuter avec eux. Le reste, on était plutôt entre nous et plutôt isolés, en essayant d'ouvrir sur le quartier, Neuilly. On faisait des projections le soir. Bon, je ne peux pas dire qu'on était un lieu phare de mai 68 à Paris. En mai 68, quoi. C'est certainement pas. Je pense que ça reflétait un certain isolement, de fait. Mais dans lequel, ça ne nous gênait pas. De toute façon, on faisait autre chose. On avait des projets de films. Alors, ensuite, sur la pratique, le rapport au cinéma, moi, je pense que il faut comprendre. C'est plus compliqué. Enfin, j'ai un peu durci le trait dans tout ce que j'ai raconté, évidemment. Par exemple, Stan Neumann, donc qui est très proche du groupe Underground. Il n'en fait pas officiel, enfin il n'y a pas de carte, mais il est très proche, il va faire partie de ceux qui vont au Pilat, etc., etc. En même temps, il dit, je ne sais plus en quelle année, il apprend que Fellini tourne dans la rue des Rosiers, dans la rue où est le Ranelagh, une séquence pour son film Les Clowns. Ils vont à 3 élèves voir Fellini. Lui, il le situe, je veux dire, l'anti. Ils vont voir Fellini. Fellini leur dit, mettez-vous à genoux. Ils se mettent à genoux et Fellini les bénit. On n'invente pas cette scène-là. Donc, c'est comme ça. Donc, on est quand même dans le cinéma. Pour dire, quand même, on a des... Et je parle de cette anecdote qui est très révélatrice, mais on continue d'aller au cinéma, évidemment. Cette chose-là n'est pas démentie. Mais... Effectivement, les situs aiment les cinéastes qui font de l'underground, Timo Leary et d'autres qui font venir, comme c'est l'autre moniteur qu'ils vont choisir. Nous, on fait venir des gens dont on est plus proche, par exemple, le groupe les gens dont je fais partie, c'est pas un groupe constitué du tout, mais on vénère Yann Lemasson. Yann Lemasson qui est un chef opérateur, mais surtout un grand cadreur du cinéma français, qui est membre du syndicat, membre du Parti communiste, qui en 68 vire sa cutie, finit par partir avec Benny Desvart au Japon, dont il revient avec un film sublime qui s'appelle Kashima Paradise, qui est pour moi un des plus grands films documentaires qu'on ait fait en France. Enfin, qu'on ait tourné au Japon, mais fait en France. Bon. Il revient en 72, on le fait venir, on projette le film, on en parle, je vais devenir son assistant. Enfin bon, je veux dire, on a des relations. Après, on se choisit son cinéma, mais on va voir les films de Godard, on va voir La Maman et la Putain. Je veux dire, oui, on va au cinéma. La cinémathèque, non, c'est ça, on n'y va plus, on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps. Cinémathèque, quand tu prépares l'IDEC, tu y vas 3 fois par jour, tous les jours de la semaine. Ça, c'est autre chose. C'est à haute dose. Après, il y a le Champollion. D'autres questions, Béatrice? Alors, moi, je suis arrivée en retard, je m'excuse. Donc, la question que je vais vous poser est peut-être un peu hors de propos. Au moment justement des États généraux, un des projets était de supprimer la différence entre la filière cinéma et la filière télévision, qui visait à la suppression de la carte professionnelle. Visiblement, l'école n'a jamais remis justement en cause l'existence de la carte. Non, l'école, qui à l'école allait remettre en cause la carte? Enfin, nous, on était. Moi, on pensait que c'était une aberration. Mais ce qu'on pouvait faire, c'est dans nos pratiques individuelles, faire tout ce qu'il fallait pour dynamiter l'usage de la carte individuelle, donc servir de prête-nom systématiquement, ce qu'un certain nombre de gens faisaient. Mais l'école était un tout petit maillon dans l'ensemble du cinéma français tel qu'il était constitué depuis l'après-guerre. Et donc la carte professionnelle est restée en marche jusqu'en 2006. Et on a continué, des techniciens sortant de l'école continuaient d'envoyer leurs attestations de films à Madame Gire. Je me souviens du nom de cette dame. Non, on se souvient, hein, Eric. Ouais. Bon, qui réglait, qui donnait les autorisations, qui tamponnait la carte. Je l'ai apportée là, si vous voulez, je peux vous la montrer. Mais ça me fait marrer. Et donc on n'a pas. Après, l'usage a commencé à éclater, mais enfin, il faut se souvenir par exemple de l'arrivée de Ricardo Ronovich, qui est un des plus grands chefs opérateurs du monde, qui arrive d'Argentine après avoir tourné beaucoup de films, qui doit tourner un long métrage en France, et on lui refuse le fait de pouvoir être chef opérateur, directeur de la photo sur ce film. Et le syndicat impose qu'un directeur de la photo français l'accompagne pendant tout le film pour garantir la qualité de l'image photographique. Et on est dans les années 70, fin des années 70. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est pour dire que le système de la carte, le CNC le protège, les producteurs le protègent, le syndicat le protège. Aux États-Unis, ça serait les syndicats qui mettent en place les barrières. Mais en France, ce qui est issu du monde pétiniste, hein, capital, travail, on vérifie comment ça se passe dans un secteur économique, ça marche dans le cinéma français à cette époque-là. Mais même si les étudiants peuvent être contre la carte professionnelle, ça n'a pas de sens pour nous. Enfin, ça n'a pas de sens. On est contre cette espèce de privilège, cette espèce de corporatisme, qui est une espèce de contrôle de la profession sur qui a le droit d'y rentrer. Mais l'école, comme institution, d'Aquin, il ne va pas mener bagarre contre la carte professionnelle. J'ai répondu. Et sur la différence justement entre ceux qui font du cinéma et ceux qui déchoient en allant faire de la télévision. Oui. Non, il déchoit pas. Oui, la télévision n'est pas. Elle est un jeune genre qui démarre. Elle n'est pas encore parée de toutes les connotations négatives. Et encore une fois, le réalisateur du USS, il va faire toute sa carrière à la télévision. Oui, je le vois tous les 3 mois. À la Montès, oui. Oui. À Donc, je veux dire, cinéma scientifique. Oui. Il est toujours très actif. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas absurde pour certains. D'autres ne veulent pas. Moi, je voulais pas aller à la télé. Voilà. Il y avait l'idée, quand même, il y avait beaucoup de communistes. Je me souviens, il y avait quand même cette contradiction communiste gauchiste. Les communistes, c'était l'aristocratie communiste. Hein. Toute la cellule du 6e était là, à peu près, et donnait des... Pas quand tu étais là, mais passait donner des cours. Et en tout cas, il y avait les enfants, genre Seban, Lorenzi, etc. Et aller à la télévision, c'était aussi éduquer les masses. Hein. C'était faire... À cette époque-là, les séries de Lorenzi, c'était des très bonnes séries. Le travail de Seban, c'était du très bon travail. Donc pendant un certain temps, je dirais même 10-15 ans, ils ont pu travailler à la fois agréablement, politiquement, et en étant assez contents d'eux-mêmes à la télévision. Ça s'est gâté pour les suivants.
qu'effectivement, le fils Seban, quand il fait Mimi Ange Gardien, il est loin de ses rêves viscontiens. La reconnaissance des gens qui travaillent à la télé n'est pas la même. On s'en foutait. Enfin, moi, j'étais un peu plus jeune que Richard, qui était donc mon professeur. Aberration de l'histoire. Non, moniteur, on disait. Oui. Comme moniteur d'auto-école. Ce qui nous intéressait, c'était de travailler dans le cinéma. Et c'était de faire du cinéma, mais d'en faire. La fabrication nous intéressait. Avec aussi les idées de cinéma. Être ci, être ça, on s'en foutait. Et moi, personnellement, je m'en fous encore. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on a aimé. Et je crois que ça nous a vraiment réunis. Et peut-être que l'amitié qu'on a, Richard et moi, vient de là. C'est que ce qu'on aime, c'est fabriquer, quoi. Oui, oui. Et on trouve que c'est politique de fabriquer. D'autres questions, si je peux répondre. Une dernière d'ailleurs question. Trop tardé et trop tiré sur pas sur le film, mais sur la réservation de la salle. Bon, bah, alors il n'y a plus de questions. Ça, c'est très emmerdant. Si j'ai répondu à toutes les questions, alors c'est vraiment terrible ce que vous faites. C'est la pire. Mais je pense que le sujet est loin d'être épuisé. En réalité, on le voit. En fait, c'est un sujet qui commence en réalité. Oui, moi, ce qui m'a plu, parce que je fais pas du tout. Enfin, je veux dire, je fais des films, je produis des films, je tourne des films. Mais au-delà du fait que, oui, c'est vrai que j'étais acteur et actif, et donc j'ai traversé cette période en agissant pleinement, de toutes les façons possibles. C'est que pour moi, c'était une autre manière de raconter l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, c'est bien de raconter l'histoire du cinéma par l'enchaînement magnifique et harmonieux des réalisateurs qui se découvrent les uns après les autres. C'est bien de raconter l'histoire des œuvres qui, chaque fois, découvrent de nouvelles... Bon, très bien, formidable. Mais ça, c'est fait. Je veux dire, on va dire, c'est fait. En tout cas, il y a bien suffisamment de gens qui s'en occupent. Par contre, une histoire du cinéma qui parcourrait, par exemple, de façon sérieuse, la manière dont le cinéma s'est enseigné en France, à travers pas seulement l'IDEC, je veux dire Louis Lumière et l'IDEC, ou l'apparition de toutes les écoles privées, je pense que c'est une autre manière de raconter le cinéma, et qui est tout aussi intéressante. Et voilà, c'est ça qui m'a intéressé, où je me suis dit, tiens, moi je peux apporter ma petite pierre là-dessus, parce que je l'ai vécu. J'ai encore pas mal de copains de toute cette période-là, de toutes ces promotions-là. J'ai retrouvé des films. Les archives du film Bois d'Arcy ont été fort généreux, m'ont permis de ressortir comme ça quelques 6 ou 7 films qu'on a vus en partie ce soir. J'ai retrouvé d'autres films par mes amis. Ça permettait de raconter une histoire. Entre le film qu'on a vu de Potonnet de 1968 et le film de Caroline, c'est pas la même galaxie. C'est pas, voilà, on a changé complètement de manière de faire du cinéma, de manière de penser la place du cinéma dans le monde. Donc c'est ça qui est beau. Ça veut dire quand même quelque chose s'est passé. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est encore une autre histoire. Moi, je ne peux pas la raconter. Je suis passé à la production de films. Mais je pense que c'est très important de faire ce boulot-là. Et je pense que c'est très passionnant. Voilà, je trouve que c'est pas ennuyeux du tout. Et je suis prêt à continuer si jamais on trouve le moyen de continuer. Merci infiniment, Richard, et surtout pour avoir tracé un programme comme ça, qui est un programme qui convient assez et au programme de notre séminaire et à celui de notre programme pédagogique, justement, et notre programme de recherche en cours. Et donc, voilà, une histoire du cinéma comme une histoire de la transmission, en fait, je pense que ça nous convient assez bien. Je vais laisser peut-être Dimitri annoncer la prochaine séance du séminaire, puisque c'est un séminaire, donc il y a une séance qui suit. Voilà. Très rapidement, avant qu'on salue et qu'on applaudisse une nouvelle fois Richard, on vous donne rendez-vous le 29 mars. Le 29 mars, le jeudi 29 mars à 18h à l'INHA, en salle Julian, pour une séance sur l'archéologie des enseignements de cinéma à l'université cette fois-ci, et on remontera disons aux années 50, début des années 60, pour examiner un petit peu ce moment du missing link entre l'Institut de Filmologie et la naissance des départements de cinéma des années 70, sur quelques expériences comme ça ponctuelles.
Et merci une fois de plus à Richard.